Ben oui, justement, on ne fait pas l'exercice de l'école, mais on dit pour la bourse, par exemple, financière, il y a volatilité. Oui, tout est en flottaison et volatile. Il faut que ça soit comme ça aussi, et indépendamment de mesures mesures de graphique de toute volatilité qui ignore toute dialectique. Les pauvres financiers, enfin la plupart du temps. Ce que je veux dire, en fait, c'est ce qui empêche de s'évaporiser de tous les capitaux. Volatilité, c'est une manière de se résister. S'y résister et se protéger, se garder en tant qu'imprenable capitaux. Oui, c'est une bonne manière de se garder comme vérité, comme site de vérité, mieux qu'un investissement immobilier, oui, la maison, une construction industrielle, etc. Mais il faut que ça soit quelque chose en fonction dans un réseau d'échange, stock d'échange, etc. Donc, il y a beaucoup de termes dans l'économie qui entrent en jeu: stock, bloc, chaîne de production, sériel, etc. Reproduction, invention, rénovation, ce qu'on appelle en turc arge, donc recherche et développement, ce qui inclut les usage de nouvelles technologies dans le domaine imprévu, etc. Bon, qu'il travaille un peu, qu'il volatilise, qu'il ne se stagne, qu'il ne reste pas sur place, qu'il ne stagnatise pas. Stanza, oui, l'un des livres sur la poésie de Agamben. Stanza, ça c'était des vers des poésies anciennes, des stanzas. Eh bien, il y a toute une rhétorique, et je dis souvent qu'il y a une grammaire qui traverse une fonction catégorielle qui ne reste pas seulement dans la logique, simple logique, mais qui a un prolongement dans les machines et dans les constructions virtuelles, des portes et des accès et des sortiments et des feedbacks de la cybernétique. Ce sont non pas des modélisations utopiques, mais vraiment vraies, devenues réelles aujourd'hui, enfin dans 35 ou 40 ans dans ma vie. C'était une utopie au départ, c'est devenu une réalité banale à dépasser. Et ennuyeux. Même les algorithmes le plus inattendu, c'est devenu déjà ennuyeux, vide de sens, de l'ordre de pragma, de la reproduction, d'imitation. Oui, la philosophie garde toujours son auteur et sa forteresse. C'est ça qu'il faut célébrer sans trop exagérer, quand même, que au moins moi, j'ai un cheminement, une flottaison, une volatilité dans ma vie, fructueux au moins, n'est-ce pas, la peinture, le dessin, etc. Et ma petite chambre de bon à Paris, qui est devenue une chapelle Sixtine, quand même. J'ai vécu une renaissance au sens plein du terme, et puis ma réforme, n'est-ce pas, en rentrant en Turquie. Et oui, ma vie un peu, c'est comme Savonarola ici, Michel-Ange là-bas, Léonard là-bas, etc.
Et il faut être comme ça, mais il y a des vies éteintes sur le chemin. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il faut résister beaucoup, beaucoup, sans se recroquer sur soi. Mot difficile, très courant en français. Croque. Donc, il s'agit d'une sorte de maison de tortue. Je croque, monsieur. Donc, quoique nous tracions des triangles, superposons en renversant, pour expliquer l'idéologie des idéologies qui ont duré pendant des siècles et des siècles, effectivement, il nous manque des analyses plus détaillées autour de la chose humaine, bien sûr, et Aristote a déjà fait, sur Psyché. Il y a des parties de l'âme, n'est-ce pas, qui ne se communiquent pas nécessairement, alors qu'elles se communiquent parfaitement. On est resté trop dans le champ aristotélicien, mais finalement, supposition du psyché ou l'âme a duré au-delà d'une analytique métaphysique jusqu'à les religions, et cette âme est devenue immortelle. Oui, en quelque façon, poétiquement parlant, cette âme humaine, la chose étrange sur Terre, pour parler comme Daline, a l'air d'être immortelle, c'est-à-dire qui traverse les siècles, en gardant non pas dans son contenu une identité, mais une persistance de division, de potentiel insistant de se former autrement, toujours autrement, et identique. Un océan d'âme, je dirais, et les gouttes d'âme qui font un océan. Et cet océan, avec ses vagues, bute sur la subjectivité, immerge l'individu, et l'individu, complètement pris par cette vague, qui n'a pas proprement la sienne, il en fait le sien. Donc je suis ma vague, en quelque façon de dire, je suis un autre, je suis une vague ou je suis une étoile d'une autre planète. C'était une autre, ce fut une étoile des autres planètes. Oui, ce sont des suppositions astrologico-poétiques et en quelque sorte vraies, mais pour dire une certaine extériorité de l'âme à l'individu. Et c'est seulement peut-être Freud qui aura résolu le problème en disant que, appelons ça en sa totalité, non pas dans ses parties topiques, comme lui-même il a fait cette erreur aristotélicienne, diviser topiquement l'âme en des parties, en des sous-sols, et appeler ça subconscient, ce qui est en dessous. Non, il a changé de topic, il a entamé une description, n'est-ce pas, atopique. Ça, en ce qui concerne lecture freudienne,
au début du XXIe siècle, disons, ce qu'on constate de près, surtout l'école française de la psychanalyse, disons, et ceux qui en restent fidèles. Derrida dernièrement, et Jean-Luc Nancy, n'est-ce pas, j'ai lu Adoration de une certaine déconstruction du christianisme, là où à la fin il parle de Freud encore en insistant sur ce changement de topic et de devenir une atopique. Alors, c'est une façon de dire les choses très raffinée, mais on parlait de génétique. Et cette conception génétique des scientifiques, il ne parle pas de topos, mais il parle carrément de la chose tangibles, qui sont des gènes. Là, ils sont heureux. D'une part, la science absconde, continue dans son fétichisme, à la fois aristotélicien, à la fois le plus anodin, totémique, donc fétichisme totémique, qui est la science actuelle, et de plus en plus, ce n'est pas toujours le cas, du point de vue hegelien, par exemple, en fait. Il y a une place de la science causale, bien sûr, topique, mais pour en dépasser vers autre chose. Bon, ça, ce sont des considérations épistémologiques, finalement. Bon, enlevons le topique et rendons encore, il faut donner une autre signification au mot chose, n'est-ce pas? Ding, das Ding, Hegel était plus précautionneux. Heidegger analysait la chose, bien sûr, mais Hegel était plus précautionneux. Il parlait de etwas, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas une chose. Etwas, c'est un peu n'importe quoi, mais chaque fois défini apparemment. Etwas, je dirais entre pirtakum, en français, une certaine chose, une certaine chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Une certaine chose, chaque fois définie, voilà. À peu près, à mon avis, ce qui serait la traduction de etwas. Mais quoi, etwas? Chaque fois, quelque chose défini, mais un X. Chaque fois, l'âme, entre guillemets, qui se présente, qui se manifeste pour la subjectivité elle-même et pour autrui, eh bien, c'est une etwas, quelque chose de défini, qui est rendu à peu près communicatif, parce qu'il émet des signes, et la subjectivité donne des signes, au moins, elle fait des réactions, ça, oui, réactions, parfois causales, parfois mimiques, parfois sans réaction, donc elle se gonfle, et je dirais, dans son refoulement, dans son folkloration, ce sont des mots, concepts qui nous restent comme héritage, voilà. Et faut loin de résoudre tout, mais quand même appeler ça au lieu de rester dans la position de Geist, enfin ma métaphore d'océan, ça a quand même quelque chose à voir avec Geist, il faut l'avouer, et Geist qui se fait des vagues. Mais Geist, enfin, pour rester dans notre métaphore, en changeant le registre, cette fois-ci sur Geist, si Geist avait quelque chose avec l'élément gazeux,
n'est-ce pas, à la fois liquide comme l'océan, à la fois gazeux, et sa vague qui divague serait de l'autre à la fois des gouttes d'eau et une vaporisation, donc une certaine densité de l'air, un passage de l'état liquide vers l'état évaporé. C'est ça, disparition célèbre du sujet. Il y a un célèbre livre qui s'était intitulé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Évaporisation de la subjectivité dans notre époque, n'est-ce pas? À peu près, je me souviens, enfin, il faut se souvenir de l'original. Oui, buharlaşan özne, je crois, le sujet qui s'évapore, c'est pas quand même n'importe quoi, une supposition intelligente. Mais le sujet, oui, était peut-être depuis des siècles en état solide, donc chosal, parce qu'elle était chosifiée tout simplement. Elle était solidifiée comme âme devenue chose, donc c'est plus facile à manier la chose, n'est-ce pas? La chose définie. Mais une évaporation, effectivement, c'est difficile de maîtriser un élément éthéré, devenir comme Geist, alors là, comme océan, toujours identique, toujours changeant. Non, on ne veut pas de citoyennes toujours changeantes. Mais manipulable, n'est-ce pas? Donc, supposition chosale a des mérites pour les, à la fois modernes républicains et modernes totalitaires. Et il faut quand même faire une part, distinguer à la théologie, non pas en tant que telle peut-être, mais dans ces exercices, dans le monastre, quand même, il y a tout un travail sur l'âme, soit considérée comme chose, soit considérée comme énigme, soit considérée comme une empreinte, n'est-ce pas, empreinte de Dieu, souffle de Dieu. Hier, j'ai fait un film sur la poésie divine, donc qui se rapportait l'individu, l'âme, même la chair, le corporité, comme empreinte, donc une donation originelle qu'on possède passagèrement, éphémèrement, effectivement, supposition chosale, dans le Moyen-Âge jusqu'à la modernité, était quelque chose de plus compliqué qu'une simple chose, quand même. Une génétique, c'est le plus bas des suppositions. Donc, une chose donnée et une chose reçue, et savoir recevoir cette donation avec une certaine résignation, parce que à la fois l'âme et le corps est actif, contrairement à nos métaphysiques occidentales qui croient que depuis Aristote, c'est la partie, n'est-ce pas, intelligente qui est active, mais partie corporelle qui sera passive. Pas du tout, la chair, la chair est autrement active, à la fois sur l'esprit, donc sur nos motivations et sur nos rationalisations. Donc il faut accepter l'activité de la chair, et l'appel dans ces poésies n'était pas seulement à Dieu, mais directement à bien-aimé. Au bien-aimé, traduction exacte de muhibbe, muhibbi, muhibbe, à mon avis, habib, habibé en arabe, c'est la même chose que
Muhib Habib. Donc, celui qui est sujet de l'être aimé, Muhib. Habib, c'est à peu près la même chose, mais ce qui est aimé, tout simplement. Mais la langue arabe est très, très détaillée, je crois comme allemande et ancien grec. Alors on a tout oublié. À la fois on a jeté la poésie, à la fois l'ancienne métaphysique, et bien les scientifiques comme Saltimbanque, de l'état des choses et de l'état, tout simplement du pouvoir souverain, qui se croit avoir une potence, une puissance, et donc souverain et terrestre. Il croit pouvoir maîtriser, ne serait-ce que la terre. C'est encore une erreur. Maîtriser le corps, la terre, c'est encore une erreur. Et une acceptation de distinguer le régime de pouvoir, donc laisser la place, une part de la place à Dieu qui maîtrise le ciel. Voilà, distinction enfantine qui marchait. Maintenant, l'État, disons, américain, maîtrise à la fois le ciel, le cosmos, garde des étoiles, etc., à la fois la Terre entière, mondialisation oblige, etc. On a dépassé les limites des choses, on a passé l'océan, on est dans l'élément éthéré du cosmos et on croit maîtriser éther, loin de vagues, on divague, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il garde sa forme causale parce qu'elle se sent en danger de s'évaporer et s'éclater comme un noyau de l'atome qui s'écrase. Seul moyen de résister de la subjectivité, effectivement, comme citoyen, se faire semblant d'être une chose. Monsieur, je suis une chose, hein, je vous avertis, je suis une subjectivité causale, donc ne me écrasez pas les pieds, comme Jean Genet disait dans le journal du voleur, ne piétinez pas sur mes tripes et sur mes jupes, etc. Donc je suis causal à la fois comme tripe, un réseau compliqué, une connexion comme une toile d'araignée, comme une tripe de l'animal, je dirais, parce que Jacques Derrida, dans ces analyses sur Jean Genet, dans le glas, faisait de ces rapprochements, n'est-ce pas? Bon, pour l'instant, ça va. Eh bien, donc, les individus, avant de s'évaporer devant les instances qui les ignorent carrément, et soit ils seront objectivisés par le droit, le discours de droit, par le pouvoir en tant que citoyen, les devoirs et les droits, etc. Là, en dépassant toutes ces étapes de l'État bourgeois et société civile, on assiste à des choses bizarres, causales, et des apocalypses où le jour de jugement est réalisé dans ce monde-ci
par la personne, par les initiatives folles des individus. Donc, les thèmes théologiques, c'est-à-dire comme la justice divine par rapport au pouvoir souterrain, etc. Tout ce qu'on envoyait à la justice divine comme excédent de nos espoirs et de nos attentes dans l'ancien système, maintenant, complètement en court-circuitant la justice terrestre complètement, et directement s'identifiant dans un processus identificatoire, donc paranoïaque, au créateur, au haq, c'est-à-dire ce qui a la justice, n'est-ce pas, comme on dit. Et il faut ajouter, comme cette conversation a commencé dans une dargah, il faut que je me souvienne que je vais discourir sur la Coran accorde donc une sorte de privilège du corps qui a droit de se vibrer comme à travers le code vocal. Mais il y a des dangers de cela, parce que tout ce qu'on dit, ça devient un verset coranique, et tout ce qu'on chante devient une vraie. Effectivement, ça aussi, il y a au-delà de limites de l'âge et de représentation, là, effectivement, il y a des limites, un danger de devenir, n'est-ce pas, s'identifier au divin, à ce qui est originel, et donc de faire devenir l'idéal, disons, la chose. Même identifier la chose et l'idéal. Comme rêvait certains idéalistes allemands, et comme but en tout cas du savoir absolu, Fichte surtout. Bon, il faut que la corde vocale s'essaye bien sûr le gosse en tant que tel à révéler ou atteindre à ce qui est révélé au sens ultime, mais jamais s'identifier quand même. Mais c'est ça, grand problème. L'autre mystique qui dit qui se déclarait que en al-haq, je suis identique à ce qui a la justice, etc. Donc, il y a une culture de justicier, passif et actif. Hallaj Mansour était quelqu'un peut-être neutre, mais il y a des justiciers qui s'identifient à la justice divine et passent à l'acte, donc des terroristes, et disons, ou bien mujahids. Alors, c'est ça. Devenir chose a des conséquences et des précédences, et comme ça, il faut les rappeler, des grandes erreurs de la dialectique, disons, de la chose en soi et des choses pour soi devenir, disons, il faut se chosification a eu certains mérites de rendre intéressant ce monde est sauvé de devenir complètement déchu, une ombre des ombres dans une caverne plutonienne, disons, gazeuse, etc. Ce monde a pris une certaine consistance avec son histoire, c'est-à-dire que un certain développement vers
quelque chose distingué soit par l'anthropologie, soit par l'histoire des idées ou des civilisations, etc. Donc on a vu un certain début d'une esquisse de quelque chose. Donc on a dit que le monde, la vie dans le monde est cyclique et non permanente, discontinue, succession des générations a quand même une signification, un sens au moins, pour ne pas dire une certaine intellectuelle. Et on était dans une position de l'histoire a un sens, donc c'était pas une attente de Messie dans une île désertique, mais un œuvrement qui participe à un certain salut. Voilà. Donc, il n'y a pas la chose et non-chose, mais il y a toute une entre eux, il y a toute une, disons, demi-ton de la dialectique qui entre en compte comme une symphonie, disons, dans le meilleur des cas, pour ne pas dire des parasites, parce que demi-ton, ce qui n'est pas plein, et s'y participer au processus, donc on peut l'interpréter qu'il y a le système est toujours parasitaire, toujours, ou bien toujours excédé par ce qui le parasite, excédé vers autre chose. Donc, toujours la dialectique, avec la dialectique, on trouve nos solutions. Effectivement, c'est Hegel qui a résolu le problème d'Aristote, donc il faut conclure pour ce soir. Ainsi, voilà.